Alors qu'on veuille bien cesser de considérer les réfractaires et les adversaires du traité comme autant de fauteurs de guerre et d'irresponsables. Comme s'il n'y avait pas d'ailleurs quelque chose de choquant dans cette suspicion mal dissimulée vis-à-vis d'une partenaire, dont nous devrions ainsi ignorer les évolutions politiques, économiques, sociales, culturelles intervenues depuis un demi-siècle, dont nous devrions ignorer l'amitié retrouvée. Comme si en tout état de cause, la France après De Gaulle était aussi vulnérable qu'avant lui. Comme si depuis 1945, l'Europe de l'Ouest n'avait pas connu la paix avant même que le Conseil européen ne se donne rendez-vous à Maastricht. Comme si, enfin, l'Europe se réduisait à 12 pays. Car si on veut aller sur ce terrain, est-on sûr que la démarche de Maastricht soit bien celle qui soit la plus prometteuse de paix pour l'ensemble du continent européen? C'est une erreur de prétendre que l'on pourra réaliser en même temps ce qu'on appelle à tort l'approfondissement et ce qu'on nomme, sans mesurer tout ce que ce terme peut impliquer de morgue et de condescendance, l'élargissement. Oh, bien sûr, l'intégration progressive des pays de l'AELE est déjà programmée, avec la création d'un grand espace économique européen, même si la neutralité de certains États constitue encore un frein politique. Il n'en va pas de même, tout le monde le sait bien, en ce qui concerne l'Europe orientale et centrale. Car en vérité, les contraintes qu'impose par exemple la monnaie unique aux économies des États membres excluent de toute évidence et pour des décennies tout rapprochement avec le monde de l'Est. Alors qu'est-ce donc que cette conscience européenne qui laisse de côté la moitié de l'Europe? Qu'est-ce donc que cette morale politique qui nous parle sans arrêt de démocratie et ne fait rien pour elle là où elle tente de naître ou de renaître? Qu'est-ce donc que ce sens de l'histoire qui ne tire aucune conséquence de la levée du rideau de fer et reste crispé sur un projet dépassé par des événements formidables? Qu'est-ce donc que cette attitude de fermeture, d'égoïsme, de repliement, d'aveuglement qui constitue pour le stalinisme, pour l'Europe de Yalta, une extraordinaire victoire posthume? Oui, c'est d'abord la morale qui devrait nous conduire à ne pas rejeter les pays d'Europe centrale et orientale. Car ces pays, il faut le dire tout net, ont des droits sur nous. À 2 reprises, ils ont payé pour nous. Ils ont tout d'abord payé notre libération au prix fort de leur asservissement, car la victoire sur le nazisme passait par leur invasion. Ils ont ensuite payé notre sécurité au prix fort de leur abandon. Nous les avons laissés à leur sort, car nous ne voulions assumer aucun risque politique ou militaire face au totalitarisme soviétique. Nous sommes nombreux ici à appartenir à une génération qui a été bouleversée par les événements de Hongrie en 1956 et ceux de Tchécoslovaquie en 1968. Et nous savons que c'est faire un mauvais procès à M. Claude Cheysson que de lui reprocher d'avoir résumé plus tard, à propos de la Pologne, ce qui fut notre attitude constante des décennies durant. Évidemment, nous ne ferons rien. Et aujourd'hui que sans nous, presque malgré nous, ils accèdent à la liberté, nous laisserions, pour reprendre la belle expression de Jacques Chirac, un mur de l'argent se substituer au rideau de fer? Sommes-nous à ce point oublieux que nous puissions tolérer une telle perspective? Et si la morale ne suffit pas à nous réveiller, ne voyons-nous pas où est notre intérêt? Elles sont loin d'être assurées. Elles sont loin d'être assurées, ces démocraties balbutiantes d'Europe centrale et orientale, aux prises avec la grande misère de l'après-communisme. Elles sont loin d'être assurées, parce que le désordre, le chômage et la pauvreté, auxquels nous sommes en passe de les condamner, engendreront plutôt le populisme, le nationalisme, peut-être le fascisme. Le pitoyable spectacle de l'exode des Albanais vers Bari
nous donne quelque idée de la formidable poussée migratoire qui pourrait s'effectuer d'est en ouest et s'ajouter à l'irrésistible pression qui s'exerce déjà du sud vers le nord. Qui ne voit dans ces conditions que l'Europe risque d'être autrement plus dangereuse, plus explosive que du temps des certitudes tranquilles de l'équilibre Est-Ouest? Est-ce bien là le chemin le plus sûr pour la paix?